Bonjour tout le monde. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de votre matière droit des assurances. La dernière fois, nous avons présenté ce que nous avons qualifié de prolégomène de la matière. Ça veut dire un certain nombre de prérequis que vous devez nécessairement avoir, connaître, maîtriser sur la matière pour qu'on puisse aller de l'avant. Avant d'aborder des choses ou bien d'approfondir notre réflexion sur un certain nombre d'éléments qui se rapportent à la matière, il était nécessaire de présenter ce que nous avons qualifié de prolégomène pour faire un tour de la matière. Il s'agit de comprendre ou bien d'avoir une compréhension globale de toutes les composantes de la matière avant de passer à des choses plus approfondies. Donc aujourd'hui, comme vous voyez et comme je vous ai promis la dernière fois, nous allons aborder le contrat d'assurance. Je vous ai dit que l'assurance est une matière très riche. C'est une matière qu'on ne peut pas maîtriser à travers un seul semestre. Voilà pourquoi on va essayer d'orienter notre travail, notre recherche, notre étude pour aborder des choses plus pratiques et qui vont vous servir par la suite. Donc, le contrat d'assurance est la matérialisation de cette relation qui unit les parties à un contrat d'assurance. L'assureur, l'assuré, mais aussi le souscripteur et les bénéficiaires lorsque le souscripteur ou bien l'assuré n'est pas directement le bénéficiaire. Et parfois les ayants droit et la victime, dont les assurances qui concernent les accidents. Donc, le contrat d'assurance. Comment, ou bien avant de définir le contrat d'assurance, il s'agit tout d'abord de faire un rappel de l'histoire et du développement de ce contrat d'assurance. Lorsqu'on pioche un petit peu dans l'histoire, on trouve que les premiers véritables contrats d'assurance étaient l'œuvre des marchands italiens dans les grands ports d'Italie, principalement le port de Gênes et de Venise, parce qu'on savait, les ports de l'Italie étaient des ports connus pour les marchands. C'était des places importantes pour le commerce à l'échelle internationale. C'était des places où, ou bien par où transite la totalité des marchandises vers d'autres pays, vers l'Orient principalement, vers l'Afrique et vers d'autres ports de l'Europe. À l'époque, en 1347, plus précisément, le port de Gênes était considéré comme le port le plus important en matière de transaction des marchandises. Voilà pourquoi il était normal que le plus ancien contrat d'assurance était né dans ce port. Aussi, la première compagnie d'assurance maritime était née à Gênes, dans ce même port. Les historiens renseignent qu'il était créé en 1424. Cela dit, l'histoire nous renseigne aussi que les contrats d'assurance sont des contrats maritimes.
Le contrat terrestre n'est venu que par la suite. Il faut revenir un petit peu en arrière et principalement à l'époque où Edward Lloyd avait une taverne, ça veut dire un café où on peut boire du café et de la bière, de l'alcool, etc. à Londres. Une taverne où se réunissaient les marchands, où se réunissaient les vendeurs, les acheteurs et les transporteurs par voie maritime. Donc, à cette époque, Edward Lloyd leur créait une atmosphère où ils pouvaient participer à cette garantie qu'on doit accorder aux transporteurs maritimes pour participer à la prise de risque. Donc, c'était un lieu où nous avons, soi-disant, établi plusieurs contrats d'assurance. Certes, ces contrats d'assurance ne ressemblent pas automatiquement ou bien à la lettre aux contrats d'assurance actuels, mais c'était des formes de contrats d'assurance comme nous les avons définis la dernière fois et nous les avons qualifiés de prêts à la grosse aventure. Maintenant, les lois qui se sont créées, développées en rapport ou bien pour réglementer ces contrats d'assurance. L'histoire me renseigne que le premier recueil législatif en droit des assurances était l'œuvre d'un port espagnol. C'était le port de Barcelone. Donc, ce premier recueil appelé Las Capitulas, comme vous pouvez le voir sur la projection, était une grande avancée pour réglementer le droit des assurances. Voilà pourquoi elle était, euh, elle était normale qu'il soit traduit par la suite en français, en italien et en allemand, et les commerçants l'ont utilisé pour l'ont utilisé pour réglementer toutes leurs transactions, tous les contrats qu'ils ont établis avec d'autres, soit entre assureurs et assurés, soit avec des transporteurs maritimes. Donc en France maintenant, c'est l'ordonnance de la Marine de 1681 qui a fixé les bases du contrat d'assurance. Il a été précisé pour la première fois qu'il s'agit d'un contrat aléatoire, indemnitaire et de bonne foi. Trois aspects sur lesquels nous allons revenir tout de suite. Donc, maintenant, si lorsqu'on veut définir ce contrat d'assurance, rappelez-vous que lors de la première et deuxième séance, nous avons défini l'assurance de deux manières, à travers sa signification comme opération, mais aussi à travers cette notion de contrat d'assurance. La doctrine n'est pas unanime sur ce point. Certains préfèrent utiliser des définitions qui se basent sur la nature du contrat, d'autres sur cette opération si complexe qui repose sur des calculs mathématiques, statistiques, sur la loi des grands nombres, comme on dit, ainsi de suite. Donc, une recherche dans les définitions doctrinales permet de sortir du résultat suivant. Il y a une panoplie de définitions, une galerie de définitions. La doctrine n'a pas trouvé un terrain d'entente pour se mettre d'accord sur une seule définition. Le constat aussi ne renseigne que ces définitions ne sont pas exhaustives. Voilà pourquoi les auteurs critiquent l'un l'autre. Toutes les définitions doctrinales restent critiquées. Cependant, pour avancer, nous avons choisi
une définition que nous avons jugée la plus utile, qui se rapproche le plus de la réalité des choses, qui se rapproche beaucoup du droit des assurances, à savoir la définition de Luc Maillot, présentée dans dans l'encyclopédie, Dalloz, droit civil, assurance terrestre. Donc, cette définition est la suivante. Le contrat d'assurance est la convention par laquelle l'une des parties appelée assureur s'engage envers l'autre appelé souscripteur ou preneur d'assurance en contrepartie du paiement d'une prime à couvrir un risque en fournissant au souscripteur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation de risque. D'accord? Donc, la définition doctrinale de Luc Maillot peut paraître la plus proche de la réalité, peut paraître la plus complète possible, puisqu'il regroupe tous les éléments qui se rapportent à la conclusion et à la réalisation du contrat d'assurance. Donc, il l'a défini comme une convention. Voilà pourquoi on va faire appel à toutes les règles qui s'appliquent au droit des contrats en général. On va assister à toutes les règles du droit des contrats qui vont s'appliquer au contrat d'assurance, par laquelle l'une des parties, qui est l'assureur, s'engage envers l'autre, appelé le souscripteur. Le Luc Maillot n'a pas dit que la convention doit être établie entre assureur et assuré, parce que une autre personne peut toujours prendre l'initiative pour conclure un contrat pour une autre personne. Voilà pourquoi on préfère utiliser le terme souscripteur. Ce souscripteur peut être assuré en même temps, comme il peut être une personne qui a conclu le contrat pour une autre personne qui est l'assuré. Donc, ou preneur d'assurance, en contrepartie du paiement d'une prime. Bien sûr, ce n'est pas une convention gratuite. Il y a des obligations réciproques. L'un paye la prime, l'autre reçoit cette garantie qui est octroyée par l'assureur. Donc, dans quel cas l'assureur va fournir sa prestation? C'est seulement lorsque le risque se réalise. D'accord? Donc, nous avons qualifié cette définition comme une définition, soi-disant, la plus complète possible pour deux raisons. Il s'agit d'une définition objective, ça veut dire qu'il s'applique à toutes sortes d'assurances, qu'ils soient des assurances en répartition ou bien des assurances en capitalisation, comme nous les avons définies la dernière fois, mais aussi parce que il présente une distinction entre les deux grandes obligations de l'assureur, à savoir la couverture du risque, comme nous avons dit. Donc, le reste est couvert. L'assuré a ce sentiment qu'il ne peut pas avoir peur de l'avenir, parce que si jamais le risque se réalise, la deuxième obligation de l'assureur doit être exécutée, à savoir la prestation. Donc, voilà, ce sont deux définitions, c'est la définition qui a été retenue. Maintenant, je crois que je vais revenir à la définition juridique.
Donc, le constat, c'est que le législateur français, contrairement au législateur marocain, n'a pas tenté de définir le contrat d'assurance. Tout simplement parce qu'il a compris qu'il s'agit d'une matière qui évolue rapidement. Les conjonctures économiques, les besoins sociaux, les transactions commerciales qui ne cessent de se développer à chaque fois, laissent les assureurs chaque fois devant de nouveaux risques. Donc, il a préféré ne pas prendre le risque de donner une définition qui va rester figée et qui peut ne pas accompagner les changements qui seront apportés ou bien qui se réaliseront par la suite. Voilà pourquoi il a préféré ne pas donner de définition. Contrairement au législateur marocain. Donc, le législateur marocain a pris l'initiative de définir le contrat d'assurance dans le Code des assurances, ça veut dire la loi 1799, qui a été promulguée en 2002. Donc, dans son article premier, cet article premier a été réservé à plusieurs définitions et je vous invite à consulter et de lire plusieurs fois l'article premier du Code des assurances pour avoir une idée sur les définitions qui ont été proposées par le législateur marocain pour définir les notions clés qui ont été utilisées dans le Code des assurances. Donc, l'alinéa 30 de l'article 1er de la loi 1799, désolé, de la loi 1799, dans la définition suivante. C'est une convention passée entre l'assureur et le souscripteur pour la couverture d'un risque et constatant leur engagement réciproque. Certes, c'est une définition très brève, et c'est une définition qui est venue pour combler ce vide juridique qui a été laissé à la fois par le législateur et la doctrine marocaine, mais aussi par la jurisprudence marocaine. Elle est venue aussi parce que le législateur marocain a constaté que chaque auteur, chaque décision judiciaire avait sa propre conception du contrat d'assurance. Donc, pour lui, il a fallu un petit peu harmoniser pour ne pas laisser cette distinction dans la manière avec laquelle on conçoit le contrat d'assurance. Selon le législateur marocain, cette panoplie de définitions, comme nous l'avons précisé au début de ce cours, cette galerie de définitions n'apportait aucune sécurité juridique. Voilà pourquoi il a fallu intervenir. Non pas seulement en définissant le contrat d'assurance, par cette brève définition, même s'il reste très critiqué, parce qu'il ne s'agit pas d'une définition exhaustive, mais aussi en apportant d'autres définitions à des documents qui complètent le contrat d'assurance, à savoir l'attestation d'assurance et la police d'assurance. Donc, deux documents sur lesquels nous allons revenir par la suite pour développer encore plus. Donc, cela dit, nous allons maintenant passer au caractère de ce contrat d'assurance. Donc, je vais essayer au cours de cette séance de vous présenter les principaux caractères du contrat d'assurance, question de se prononcer sur sa qualification juridique. Donc, si nous allons présenter ces 9 caractères, c'est tout simplement pour vous donner une idée sur la qualification juridique de ce contrat d'assurance.
Donc, je vais essayer d'être bref et précis parce que normalement, ce sont des notions que vous avez déjà acquis dans le cadre de votre étude ou bien du cours qui vous a été dispensé, soit dans le cadre des contrats d'assurance ou bien le droit civil en général, d'ailleurs des obligations et des contrats. Donc, le contrat d'assurance est qualifié généralement de contrat synallagmatique, d'adhésion. C'est un contrat consensuel. C'est un contrat nommé. C'est un contrat à titre onéreux, à exécution successive, de bonne foi. Elle est parfois civile, parfois commerciale, parfois il revêt les deux caractères et on la qualifie de contrat mixte, comme on va voir. Et enfin, c'est un contrat aléatoire. L'aléa est un élément important, indispensable au contrat d'assurance. Donc, commençons par son caractère synallagmatique. Donc, si le contrat d'assurance lie l'assureur et le souscripteur, l'assuré, les deux parties s'obligent réciproquement l'un envers l'autre. Nous avons dit que l'assuré est obligé de payer la prime, mais aussi il doit déclarer le risque. Si le risque se réalise, l'assuré doit porter à la connaissance de l'assureur que le risque pour lequel je me suis dirigé vers vous a été réalisé. Parce que moi, en tant qu'assureur, si je ne suis pas avisé par vos soins, je ne peux pas vous indemniser. Aussi, l'assuré est obligé de déclarer la modification du risque. Donc, moi, en tant qu'assuré, je me suis assuré contre un risque déterminé. Si ce risque est modifié, je dois porter à la connaissance de l'assureur qu'il y a une modification du risque. Et il doit déclarer le sinistre en cas de réalisation. L'assureur, quant à lui, s'oblige réciproquement, de sa part, à l'exécution de la prestation promise. Exécution qui doit être conforme à ce qui a été convenu dans le contrat. Mais aussi exécution qui doit intervenir dans les plus proches délais. On doit donner à l'assuré, si le risque se réalise bien sûr, son indemnité conformément au délai qui a été convenu dans le contrat. Et bien sûr conformément à ce que les textes juridiques prévoient en la matière. Donc voilà, ce sont deux obligations réciproques entre les deux parties au contrat. Le contrat d'assurance aussi, c'est un contrat d'adhésion. Ça veut dire quoi un contrat d'adhésion? En droit commun, en droit des contrats, un contrat d'adhésion, c'est un contrat où l'une des deux parties, qu'on considère généralement la partie faible au contrat, n'a pas la possibilité de discuter les termes du contrat. Soit je signe et je m'engage, soit je dis non et je me retire. Donc, on considère que ce sont des contrats où il y a une inégalité économique entre l'acheteur et le vendeur, entre l'assureur et l'assuré dans notre cas. Donc, l'assureur propose un contrat préétabli. Soit l'assuré refuse totalement de signer et se dirige vers un autre assureur qui peut proposer mieux, mais même en se dirigeant vers un autre assureur, il ne peut pas
discuter les termes du contrat. Parce que comme vous allez voir avec moi par la suite, le contrat d'assurance est généralement un contrat qui suit des termes qui ont été préétablis par le législateur marocain. Si on prend l'exemple suivant, vous avez ici l'arrêté du ministre des Finances de la privatisation de 2005 relatif au contrat d'assurance. Donc là, c'est le législateur qui définit les termes du contrat. Qu'est-ce qui doit apparaître dans le contrat? Certes, il y a certains éléments et certaines garanties qu'on peut ajouter ou bien qu'on peut supprimer, mais l'ossature du contrat reste la même. Donc, cependant, même s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'adhésion ou bien le consentement de l'assuré reste un élément indispensable, notamment en matière de droit des contrats. L'accord de volonté reste nécessaire. Sans un consentement libre et éclairé de l'assuré, le contrat ne peut s'exécuter. L'assuré aussi reste libre de choisir l'assureur qui répond le mieux à ses préférences. Cependant se pose le problème de l'assurance obligatoire. Dans ce cas, l'assureur n'est pas libre de contracter, de signer ou bien de ne pas signer. L'État, dans certaines situations, ou bien pour exécuter certaines prestations, vous oblige à contracter avec un assureur, certains assureurs de votre choix, mais vous êtes obligé d'assurer. Donc, est-ce qu'on peut, dans ce cas, parler d'un accord de volonté qui n'est pas contraignant? L'assuré ici est obligé de contracter. C'est notamment le cas pour pratiquer la chasse. Donc, lorsqu'on veut pratiquer la chasse, on doit avoir une assurance parce qu'on sait que le risque est important et le chasseur peut, en utilisant son arme, peut toucher à un moment donné quelqu'un. Donc, il doit y avoir une assurance en cas d'insolvabilité de ce chasseur. Donc, c'est l'assurance qui va indemniser la victime ou bien les ayants droit. C'est notamment le cas des assurances véhicules. L'État oblige tout propriétaire ou bien conducteur d'un véhicule d'avoir une assurance. Certes, une assurance responsabilité civile, mais vous pouvez ajouter par la suite d'autres garanties. Donc, dans ce cas, vous êtes obligé d'avoir une assurance. Mais cela vous permet quand même aussi de résilier le contrat avec un assureur et de faire recours à un autre assureur. Mais vous ne pouvez pas pratiquer la chasse ou bien conduire un véhicule sans assurance. Maintenant, troisième caractère du contrat d'assurance, c'est un contrat consensuel. C'est un contrat consensuel. Ça veut dire que le contrat peut se former par un simple échange de consentement entre les deux parties au contrat, à savoir l'assureur et l'assuré, ou bien le souscripteur. Cependant, on constate que, en matière d'assurance, le formalisme a une place prépondérante dans la formation, mais aussi lors de l'exécution de ce contrat. Donc, le Code des assurances précise que le contrat d'assurance doit être rédigé en écrit. Donc, lorsque on dit
doit être rédigé en écrit et à caractère apparent, tel qu'il est précisé dans l'article 11, cela veut dire que il n'y a pas de consensualisme. Au contraire, le formalisme l'emporte. Cependant, il faut préciser que ce formalisme de l'écrit n'est pas imposé ad probationem. Ça veut dire quoi, ad probationem? Pardon, il est imposé juste ad probationem et non pas ad validitatem. Ça veut dire que c'est écrit, ce formalisme demandé, ou bien qui a été précisé par le législateur dans l'article 11 de la loi 1799, n'est pas exigé pour prouver l'existence d'une relation entre l'assureur et l'assuré. Pardon, n'est pas exigé par le législateur pour prouver la validité du contrat. Il n'est pas exigé ad validitatem. Ça veut dire il n'est pas exigé pour prouver la validité du contrat, mais tout simplement pour prouver l'existence d'un contrat. D'accord? Donc, cela nous pousse à dire que le consensualisme en droit des assurances reste dominant. Parce que, comme vous allez le constater avec moi par la suite, même si l'assuré, parfois, ne dispose pas d'un contrat d'assurance, parce que il se peut qu'il doit y avoir, ou bien que l'assureur doit avoir le temps nécessaire pour préparer le contrat, il peut vous donner au début une note de couverture et qui peut vous présenter toutes les garanties nécessaires en cas de réalisation du risque. Donc, la conclusion, c'est que le consensualisme reste dominant en matière d'assurance. Quatrième élément, ou bien quatrième caractère du contrat d'assurance, c'est un contrat nommé. Donc, vous avez étudié dans le cadre de droit des contrats ou bien de droit civil que un contrat nommé, c'est un contrat dont la réglementation a été édictée par une loi. Généralement, le Code des obligations et des contrats. Donc, le contrat d'assurance, même s'il n'a pas été réglementé directement par le Code des obligations et des contrats, sa réglementation a été présentée dans le Code des assurances, à savoir la loi 1799. Le constat, c'est que ces règles présentées par le Code n'ont pas été édictées seulement à titre supplétif. Mais ce sont des règles à caractère impératif. Ça veut dire que les deux parties au contrat doivent nécessairement respecter toute la réglementation qui a été prévue par le Code des assurances lorsqu'ils établissent leur contrat. Certes, il y a un certain nombre d'exceptions à ce principe, c'est-à-dire il y a un certain nombre de règles dans le Code des assurances qui n'obligent pas les parties à les respecter parce qu'ils sont tout simplement des règles supplitives et non pas impératives. En imposant aux parties au contrat d'assurance des règles impératives, le législateur avait l'intention de protéger la partie faible au contrat qui est l'assuré. Parce que le législateur a toujours considéré l'assureur comme un professionnel qui connaît la matière, qui connaît le domaine. Donc, il ne peut pas laisser les assurés à la grande merci des assureurs pour qu'ils puissent leur imposer des
termes du contrat à leur gré. Il a voulu imposer des règles dans le code des assurances qui, généralement, protègent les assurés et non pas les assureurs. Quatrième caractère du contrat d'assurance, c'est un contrat à exécution successive. Ça veut dire quoi? Un contrat à exécution successive. Ça veut dire dans l'exécution ne se termine pas à un moment déterminé, mais dans l'exécution s'échelonne dans le temps. Pour faire une comparaison avec les contrats à exécution instantanée, ce sont des contrats dont l'exécution des obligations réciproques des deux parties se termine, par exemple, si on prend le cas de la vente, contrat de vente, par la délivrance de la chose vendue et par le paiement du prix. Là, le contrat est terminé. Dans le contrat d'assurance, même si on paye le prix, qui est la prime, le contrat ne se termine pas. Même si l'assureur vous donne un contrat qui présente cette garantie qu'on cherche, le contrat ne se termine pas, mais il s'exécute dans le temps. Donc, pour l'assureur, son obligation de garantie s'étale sur toute la durée du contrat. Si nous avons établi un contrat pour un an, donc même si on a payé au début toute la prime, on attend, donc pendant toute cette période d'une année, si chaque fois qu'un risque se réalise, l'assureur doit nous indemniser. Chaque fois qu'un risque, même si ce risque se répète, il doit nous indemniser. Parfois, la garantie s'étale au-delà de la durée du contrat, notamment lorsqu'il s'agit d'indemniser des victimes qui ont intenté une action en justice. J'avais un contrat d'assurance responsabilité civile avec une compagnie d'assurance. Je conduisais ma voiture. À un moment donné, j'ai percuté un piéton. Donc, ce piéton a intenté une action aujourd'hui. Le contrat a pris fin. J'ai changé d'assureur, mais même si j'ai changé d'assureur, mon premier assureur, reste engagé envers la victime. C'est notamment le cas des demandes tardives des ayants droit. Un ayant droit qui n'a pas eu connaissance du sinistre qui a touché l'assuré, donc a appris tardivement que l'assuré a eu des dommages. Donc, il peut demander la prestation qui a été promise par l'assureur. Pour l'assuré maintenant, son obligation parfois s'étale pendant toute l'année, notamment lorsqu'il doit payer par fraction. Ça veut dire, il est engagé pour un an, mais il est à l'assureur que le paiement soit fractionné sur 4 tranches. Au début de chaque trimestre, il présente le quart de la prime sur lesquelles ils se sont convenus. Donc, à part ce cas, ou bien cet exemple du paiement fractionné, donc la plupart, ou bien toutes les autres obligations de l'assuré, normalement s'exécutent instantanément. Donc, lorsqu'on dit que c'est un contrat à exécution successive, elle est successive de la part de l'assureur et non pas de l'assuré. Donc, l'intérêt de ce caractère, qui est un contrat à exécution successive, c'est qu'il permet d'anéantir les obligations contractuelles
si jamais l'un des deux contractants n'exécute pas son obligation. Donc, si l'une des parties manque à ses obligations, le contrat se trouve résolu, pardon, non pas résolu, mais résilié pour l'avenir. Et là, il y a une grande différence entre contrat résilié et contrat résolu. Parce que lorsqu'on parle de résolution des contrats, ça veut dire que on va revenir à l'état premier dans lequel étaient les deux parties. Si le contrat est résolu, le paiement ou bien le prix revient à l'acheteur et la chose vendue revient au vendeur. Donc, en matière d'assurance, on ne parle pas, si jamais les deux parties n'exécutent pas leur obligation, on ne parle pas généralement de résolution, mais de résiliation. Ça veut dire que les obligations s'arrêtent aujourd'hui et on va arrêter l'exécution des obligations pour l'avenir. Ce qui est passé. On va résilier pour l'avenir. Ce que nous avons contracté auparavant, on ne peut jamais revenir en arrière. On avance. Donc, et là, c'est la grande différence entre les contrats à exécution successive et les contrats à exécution instantanée. De même, lorsqu'il y a une impossibilité d'exécution, pour un cas fortuit par exemple, le contrat est ou bien devient caduc faute d'objet, parce que l'objet même disparaît. Il y a une impossibilité d'exécution. On ne peut pas exécuter votre contrat étant donné que l'objet est impossible. Donc, dans ce cas, les parties peuvent être libérées et on ne peut demander l'exécution de l'obligation ni de l'assureur, ni de l'assureur. Septième caractère, et sixième, je crois. Donc, c'est un contrat à titre onéreux. Ça veut dire quoi? Un contrat à titre onéreux, ça veut dire, c'est le contraire de contrat à titre gratuit. On ne peut jamais imaginer une prestation d'assurance sur la base d'un contrat à titre gratuit. Vous avez certainement vu, dans le cas du droit commun, droit civil, que les parties peuvent, pour une raison ou pour une autre, accomplir des obligations à titre gratuit. Ils peuvent s'engager gratuitement. Ce n'est pas possible en matière d'assurance. En assurance, chaque prestation est la contrepartie d'une obligation. L'assureur est obligé de présenter une indemnité si le risque se réalise et si seulement l'assuré a déjà versé la prime correspondant au risque garanti. Donc, l'intention libérale de l'assureur exclut ici toute hypothèse d'assurance gratuite. Même si dans la pratique, on constate que parfois l'assureur présente des garanties gratuites. Parfois, des compagnies d'assurance précisent que présentent à ses clients des garanties gratuites. Mais s'agit-il vraiment de garanties gratuites? Est-ce que la compagnie va les payer de ses propres caisses, des profits qu'il réalise? Bien sûr que non. Il ne s'agit ici que
d'une technique parmi d'autres de marketing, de vente, de promotion commerciale qu'utilisent les grandes entreprises pour fidéliser la clientèle. Donc, il s'agit de garanties dont la prime sera non pas prélevée des provisions de la société, mais tout simplement prélevée de cet ensemble des primes versées par les assurés. Donc, il ne va pas être présenté, autrement dit, par les actionnaires de la société, mais tout simplement par les provisions constituées par les primes des assurés. D'accord? Donc, il n'y a pas de prestations gratuites présentées par les assureurs parce qu'ils ont une intention libérale. Ils cherchent toujours à maximiser leurs profits. Septième caractère, le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi. C'est un contrat de bonne foi. Donc, la bonne foi est connue en droit des contrats. C'est un principe général. C'est un principe que protège généralement la jurisprudence. C'est un principe qui a toujours permis à la jurisprudence de protéger la partie faible au contrat. Cependant, lorsqu'on parle de contrat en matière d'assurance, on trouve une autre signification à ce principe de bonne foi. Donc, si la bonne foi généralement est définie comme cette crédibilité dont doit manifester le contractant envers l'autre en présentant la vérité et rien que la vérité. En matière d'assurance, l'assureur, ou bien la définition de la bonne foi en matière d'assurance, c'est que l'assureur est tenu de se fier aux déclarations de l'assuré pour établir les termes du contrat. Il ne peut pas vérifier. Lui, il doit avoir confiance dans les déclarations de l'assureur. Donc, il doit manifester une grande, comment dirais-je, une grande confiance envers ce qui va être produit par l'assuré en tant qu'information sur lesquelles il va se baser pour présenter sa garantie. Donc, l'assureur est tenu de se fier aux déclarations de l'assuré pour tout ce qui concerne le risque assuré et le sinistre aussi. Ça veut dire, oui, monsieur Abdelkrim, activez votre micro. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que la bonne foi dans la matière civile est celui de droit d'assurance? Ou bien se diffère? Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer, monsieur Abdelhadi. Je vous ai dit que la bonne foi en droit commun, c'est un principe qui pèse sur les deux parties au contrat. Si on prend le cas du vendeur et de l'acheteur, chaque partie doit exécuter ses obligations de bonne foi. Et la jurisprudence n'a pas hésité à sanctionner la mauvaise foi à plusieurs reprises, que cette foi provienne de l'assureur, du premier contractant ou bien du deuxième contractant. En matière d'assurance, la bonne foi pèse principalement sur l'assuré.
Si je vous ai dit que la bonne foi, normalement, c'est un principe qui protège la partie faible au contrat, en matière d'assurance, la bonne foi pèse sur la partie faible et non pas le contraire. Parce que, simplement, la partie forte au contrat qui est l'assureur doit se faire aux déclarations de l'assuré pour pouvoir construire le contrat. Il doit aussi se fier tout simplement aux déclarations de l'assuré pour indemniser les ayants droit ou bien la victime. Parce que tout simplement, l'assureur s'assoit dans son bureau et l'assuré vient et il lui déclare, voilà les risques que je veux, ou bien pour lesquels je veux que vous me présentez des garanties. Donc, l'assureur est laissé à la merci des informations qui seront présentées par l'assuré. Il doit se fier, ça veut dire il doit avoir confiance dans les déclarations de l'assuré. Lorsque le sinistre se réalise aussi, il doit avoir confiance dans les déclarations de l'assuré, qui me dit que l'assuré est venu demander la garantie après avoir brûlé sa marchandise. Donc, il doit se fier à ces déclarations. Donc, l'assuré vient et demande à l'assuré la garantie qui a été promise parce que tout simplement, mes marchandises ont été brûlées. Comment, etc. Normalement, la présomption de la bonne foi est là. L'assuré est présumé déclarer les informations véridiques et non pas le contraire. D'accord? Donc, pour résumer, si en droit commun, la bonne foi pèse sur la partie forte, la bonne foi en matière d'assurance pèse beaucoup sur la partie faible au contrat qui est l'assuré. Maintenant, quelles sont les sanctions de la mauvaise foi ou bien du non-respect de la bonne foi? C'est généralement la déchéance du droit à la garantie. Qu'est-ce que la déchéance? Vous savez, je crois que vous l'avez déjà étudié. La déchéance d'un droit est le fait de ne plus avoir le droit d'obtenir la reconnaissance en justice. Si vous avez manifesté dans vos déclarations de mauvaise foi, ça veut dire lorsque vous êtes allé chez l'assureur pour demander une assurance vie, il vous a demandé est-ce que vous souffrez d'une maladie grave? Vous dites non. Donc vous remplissez un formulaire, vous dites non. Donc c'est de la mauvaise foi. Après un an, vous êtes mort à cause de cette maladie. Donc, si il s'avère par la suite que vous avez caché volontairement, intentionnellement, votre maladie grave à l'assureur, en déclarant autrement que vous ne souffrez de rien, donc vos ayants droit n'auront pas la possibilité d'obtenir la reconnaissance en justice. Parfois, on peut aller jusqu'à la nullité du contrat. Donc le contrat est nul parce que tout simplement, la partie qui est censée avoir déclaré des informations véridiques a présenté de fausses déclarations, ou bien essayer d'une manière ou d'une autre de cacher des informations à l'assureur. Donc, pour connaître les sanctions qui ont été présentées par le législateur marocain, il faut se référer à l'article 41 et 50 du Code des assurances. L'article 41 précise que s'il y a un dol ou fraude ou de l'une des deux parties, l'autre partie peut demander la nullité et réclamer en plus des dommages intérêts. L'article 50 va beaucoup plus loin
en sanctionnant la partie dont la mauvaise foi est approuvée par le paiement d'une somme d'argent équivalente à un an de prime. Donc, une somme double de la prime d'une année. Ça veut dire 2 ans de prime. Donc, ce sont des sanctions graves, des sanctions qui restent des sanctions pécuniaires qui peuvent pas peser sur les deux parties du contrat. 8e caractère, c'est un contrat civil, commercial ou bien mixte. Donc, même si l'assurance a été considérée par le législateur dans l'article 6 du Code du commerce comme activité commerciale, le contrat d'assurance, lui, donc si l'opération d'assurance était qualifiée comme opération commerciale, le contrat, lui, peut avoir plusieurs qualifications. Parfois, il est civil, parfois, il est commercial, parfois, il est mixte. Donc, commençons par l'assuré. Donc, pour l'assuré, généralement, on applique la théorie de l'accessoire. Donc, si celui qui contracte une assurance est un commerçant, en principe, il contracte un contrat commercial, étant donné que ce contrat vient pour garantir un risque se rapportant à son activité commerciale. Mais ce même commerçant, comme vous l'avez vu dans le code de commerce, peut contracter pour ses besoins personnels et non pas professionnels. En dehors de son activité professionnelle, qui est une activité commerciale, il peut conclure des contrats pour ses besoins de vie privée, pour ses enfants, pour son véhicule personnel et non pas professionnel. Dans ce cas, le contrat est qualifié de contrat civil. Donc, la théorie de l'accessoire trouve toute son application ici. Pour l'assureur maintenant, en principe, les contrats d'assurance sont des contrats commerciaux pour toutes les entreprises qui prennent la forme d'une société anonyme. Donc, ils sont commerciaux par la forme, mais aussi ils sont commerciaux parce que l'activité de l'assurance, c'est l'activité commerciale. La question se pose maintenant pour les prestations présentées par les mutuelles. Les mutuelles ne peuvent être considérées comme des compagnies qui présentent des activités commerciales, étant donné que leur but, ce n'est pas la réalisation des gains, ce n'est pas la réalisation des profits, mais tout simplement gérer les risques entre l'ensemble des adhérents de la mutualité. Donc, nous sommes tous des adhérents dans un organisme déterminé, et cet organisme essaie de gérer nos primes et de répartir les sommes qu'on verse pour qu'on puisse indemniser chaque adhérent si jamais le sinistre se réalise. Si le sinistre ne se réalise pas, il va prélever des provisions, prélever de l'ensemble des primes que nous avons présentées les sommes correspondantes à la gestion de l'organisme. Il va nous rendre une partie des sommes d'argent que nous avons présentées. Monsieur Honda, vous avez une question? Monsieur Honda, vous avez activé votre micro? C'est bon. Donc, maintenant, vient le caractère mixte. Donc, parfois, le contrat peut avoir un caractère mixte. Ça veut dire, elle est commerciale du côté de l'assureur ou bien de l'assuré, et civile, soit du côté de l'assureur, soit du côté de l'assuré. Donc, c'est notamment le cas lorsqu'on conclut un contrat entre une société SA
et un civil qui n'est pas commerçant. Donc, lorsque moi, en tant que professeur universitaire, je me dirige vers une compagnie quelconque, une société anonyme, AXA ou bien Saham ou bien la Marocaine, etc. Donc là, je conclus un contrat avec la société. Le contrat est civil de mon côté, mais il est commercial pour la société anonyme, pour l'entreprise d'assurance. Maintenant, lorsque la mutuelle, qui normalement présente des contrats civils, conclut avec un commerçant pour ses besoins commerciaux, pour son activité professionnelle. Donc, le contrat est considéré commercial pour le commerçant et civil pour la mutuelle. D'accord? Donc, le contrat peut être mixte, ça veut dire considéré commercial d'un côté et civil de l'autre, selon d'abord la profession de la personne et selon la forme juridique de l'entreprise qui présente la prestation d'assurance. Donc finalement, neuvième caractère, qui est l'aléa. Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire. Donc, ce qu'on constate, c'est que en droit marocain, contrairement au droit français, on ne définit pas le contrat aléatoire. Certes, le législateur marocain a réservé un certain nombre de dispositions juridiques dans le daïr des obligations et des contrats, notamment dans les articles 1092 jusqu'à 1097. Donc, dans le titre 8e, des contrats aléatoires, chapitre unique, des contrats aléatoires. Donc, certes, il présente ici un certain nombre de dispositions, mais il ne présente pas de définition. Qu'est-ce qu'un contrat aléatoire? Il n'est pas défini. Donc, le DOC se contente ici de frapper de nullité les obligations ayant pour cause une dette de jeu ou un pari. On peut lire l'article 1092. Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit. L'article 1093 ajoute sont nulles également les reconnaissances et les ratifications. L'article 1093 précise sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris. Les titres souscrits pourront faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés données pour les garantir les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature. Donc, vous avez constaté que l'usateur marocain considère l'aléa comme quelque chose qui est contraire aux valeurs de l'islam, au dessein du Dieu. Voilà pourquoi, donc, il a frappé de nullité tous les, soi-disant tous les contrats aléatoires. Cependant, nous avons précisé au début de ce cours que l'aléa est un élément important dans le contrat d'assurance. Sans aléa, le contrat d'assurance ne peut exister. L'aléa constitue même l'objet du contrat. Qu'est-ce qu'on assure? On assure cet élément aléatoire qui peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser. Lorsqu'il n'y a pas d'aléa, le contrat ne peut avoir lieu. Il y a absence d'objet.
Donc, nullité de contrat. Lorsqu'on est sûr que le risque va se réaliser, le contrat est frappé de nullité. Il doit toujours avoir une incertitude. Je ne peux pas aller souscrire un contrat d'assurance lorsque je sais très bien que le risque va se réaliser dans peu de temps. Ou bien c'est moi-même qui va contribuer à la réalisation de ce risque. Donc voilà pourquoi on dit que l'ALIA est l'objet même du contrat. Sans ALIA, il ne peut y avoir de contrat d'assurance. Donc, pour l'assureur, cet ALIA lui permet parfois de réaliser des gains si le risque ou bien si le sinistre ne se réalise pas. Mais si il se réalise avec abondance, bien sûr, il peut perdre. Oui, monsieur Oui, monsieur. Monsieur, pour Abdali. les assurances de vie, on est sûr que la partie qui est l'assurée va mourir. Va mourir, oui. Oui. Donc, une question intéressante. Votre question est intéressante dans la mesure où, certes, oui, dans l'assurance vie, on est certes de mourir. Mais ce sont des assurances que nous avons qualifiées d'assurances de capitalisation. Même si on est sûr de mourir, on ne sait pas à quel moment on va mourir. Donc la prestation promise par l'assureur dépend de la date exacte où vous trouverez la mort. Donc, certes, tout le monde va mourir, mais certes, tout le monde n'a pas une date précise pour mourir. Et dans ce cas, on trouve qu'il y a la notion d'aléa. Donc, l'aléa se rapporte au moment exact. On ne sait pas le moment exact où on doit trouver la mort. Donc, l'assureur réalise des bénéfices chaque fois que vous ne mourrez pas rapidement. Mais il peut ne pas réaliser des bénéfices si vous mourrez dans peu de temps. C'est Hakim? Oui, et je veux intervenir. Dans ce genre de contrat, les assurances vie, l'assureur toujours propose ou procède à demander à l'assuré un questionnaire, à remplir un questionnaire pour savoir s'il est en ordre on s'assure que cet assuré n'a pas n'a pas une santé fragile, il n'a eu pas une intervention chirurgicale. Donc, il y a ce questionnaire qu'on propose à l'assuré pour le remplir et pour savoir que cet assuré, il est en bonne santé. Donc, il y a ce côté où l'assurance se fait prémunir grâce à ce questionnaire pour garantir que cet assuré il est en bonne santé. Donc, je voulais ajouter cette remarque. Merci. Donc, merci, monsieur Hakim. Ce questionnaire que vous avez évoqué s'applique beaucoup plus à ce caractère que nous avons soulevé tout à l'heure, qui est le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi. Je vous ai dit que l'assureur doit se fier aux déclarations de l'assureur. Donc, à travers ce questionnaire, notamment lorsqu'il s'agit d'assurance vie. Donc, il doit se fier à l'ensemble, avoir confiance dans les déclarations de l'assuré pour établir son contrat. S'il voit que la personne est atteinte, par exemple, d'une maladie grave, par exemple un cancer, donc le taux de mortalité d'un cancer est énorme. Donc l'aléa est réduit
jusqu'à néant dans ce genre de situation, donc il peut ne pas contracter. Mais il peut choisir de contracter parce que, mais dans ce cas, il va proposer une prime qui est nettement supérieure à la prime qui est demandée à un assuré de bonne santé. Donc, si on doit avoir confiance dans les déclarations de l'assuré, c'est pour déterminer le montant de la prime correspondante à la prestation qui sera bien, qui est promise et qui sera présentée par la suite. Donc, certes, les contrats d'assurance vie ont leur propre spécificité, mais l'ALIA existe toujours. La doctrine précise que même si on sait très bien que tout le monde va mourir, on ne sait pas à quel moment on va mourir. Je vous explique davantage. Parce que les contrats d'assurance d'assurance vie sont gérés autrement. Ce sont des assurances, comme je vous ai dit, de capitalisation. Lorsque moi je souscris une assurance aujourd'hui, je ne sais pas, ni moi ni l'assureur ne savent à quel moment je peux mourir. Donc, je commence à verser des primes et l'ensemble de ces primes seront réinvestis par l'assureur. Donc, il peut prêter mon argent à un entrepreneur et il va gagner de l'argent lui aussi, avec des intérêts énormes. Donc, il peut exploiter donc le capital que je vais constituer, c'est ce que je vais recevoir avec des intérêts moi aussi. Mais l'assureur sera toujours gagnant. Vous avez compris, M. Aglani? Merci, monsieur. Merci. Donc, voilà, je vous ai dit que l'ALEA constitue l'objet même du contrat. L'article 50 du Code des assurances sanctionne de nullité tout contrat d'assurance dont l'ALEA est absent, ça veut dire lorsque la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque. Donc, voilà, je vous ai présenté les 9 caractères généraux du contrat d'assurance. C'était un passage obligatoire pour connaître le régime juridique applicable au contrat d'assurance. Et ça témoigne encore une fois que le contrat d'assurance, c'est un contrat, comme je vous ai dit, dont les règles juridiques qui vont s'appliquer sont nécessairement des règles qu'on va se procurer, ou bien on va se baser principalement sur le code des obligations des contrats, mais aussi sur la loi spéciale qui est la loi 1799. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous passe la parole pour d'autres questions si vous en avez, bien sûr. Des questions, s'il vous plaît? Ayman, Jafé, Oussama, Mariam, je crois, Hakim. Tout est clair? Donc, si vous n'avez pas des questions, j'espère que je n'ai pas trop tardé aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez toujours interagir avec moi à travers des questions écrites en relisant le cours. Donc, je suis prêt à répondre à votre question via des messages écrits. Et cela dit, donc, je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour votre interaction, pour le suivi, pour l'intérêt que vous portez à cette matière. Et on se donne rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, ça sera férié. Donc, si vous voulez, on peut programmer la séance jeudi. Ça vous va, jeudi matin? Oui ou non? Faites comme ça si oui, faites comme ça si non. Jeudi matin, ça vous va? Parce que vendredi, ça sera férié. Parfait. Parfait. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, même heure. À très bientôt.